Elles occupent nos paysages depuis des siècles. Notre espèce les a édifiées pour abriter les familles qui cultivent les champs et élèvent le bétail. Mais grâce à quelques travaux bien placés, elles sont aussi devenues de véritables écosystèmes. Les champs fleuris abritent d'incroyables insectes. Les profondeurs des mares cachent de mystérieux tritons. Petits bois et vieux arbres sont le territoire des chouettes chevêches et des buses variables. Et même les bâtiments deviennent de parfaites forteresses pour des familles entières de moineaux et d'hirondelles. C'est le côté sauvage de la ferme. Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle aventure du Jardin Extraordinaire qui commence quelque part près de chez vous et que vous aussi vous pourriez vivre. On va explorer le monde sauvage de la ferme et pas dans n'importe quelle ferme. Regardez, dans celle-ci, on laisse une bonne petite place à la vie sauvage et c'est ça qui va nous intéresser. C'est parti. Salut Claudine. Bonjour Tanguy. Je tombe au bon moment, ça bosse? Oui, mais je t'attendais pour travailler justement. Ça tombe bien, j'avais de l'énergie à dépenser, ça va? Ça va et toi? Ouais, quel bel endroit. Donc, tu te trouves ici dans notre exploitation agricole qui est familiale en fait. Mon frère et moi avons repris en 2010 la ferme que mon père gérait et en fait ça fait 4 générations qu'on est sur ce site. 4 générations, ça fait combien ça? 100 ans? Oui, une centaine d'années. La grange a l'air plus vieille que 100 ans, non? Tout à fait, la grange date de 1634. 1634, oui. Donc 400 ans au moins qu'il y a un bâtiment agricole ici. Voilà. Donc toi, t'as pas hésité, quoi. Tu te dis, ça fait 100 ans que ma famille y est et je continuerai bien l'aventure. Tout à fait. Et il y a déjà la future génération qui est dans les parages? Voilà, on a 3 enfants qui prendront peut-être la relève plus tard. Ouais. Alors, je débarque chez toi, on va un petit peu s'incruster, parce que j'ai senti qu'il y avait aussi un peu de vie sauvage dans le coin, là. Tu vois qu'il y a des hirondelles, des moineaux. T'as d'autres animaux qui nichent pas loin ou qui... Oui, on a des chouettes effraies, chouettes chevêches, faucons cresserelles. Tu le fais exprès? Tu leur laisses une place? On a en fait réalisé des petits aménagements pour favoriser la vie sauvage dans la ferme. Bon, je sens que je vais dormir là. D'accord. Mais je vais payer mon logement, t'inquiète pas. En travaillant. Ah, en travaillant. Regarde, baraqué comme je suis, qu'est-ce que je fais? Je te suis? Oui, mais on va prendre le tracteur, ce sera plus facile. Ok. Je vais te ménager un petit peu pour l'instant. Ça marche. Où est-ce qu'on va? On va d'abord aller voir la mare. Ça me va. Tu me laisses conduire? Allez. Non, pas tout de suite. La ferme où nous posons nos caméras est entre Senef et Manage, dans le Hainaut. Un bâtiment est érigé à cet endroit depuis des siècles. Aujourd'hui, c'est Claudine, Thomas et leurs 3 enfants qui occupent les lieux. Dans le champ d'à côté, quelques moutons, des canards, des oies, des lapins, quelques vaches, des poules et un coq forcément territorial. À côté de tout ce beau monde, Claudine a décidé de laisser une place aux animaux sauvages. Et elle a même aménagé quelques endroits spécialement pour les accueillir. C'est quoi cet arrêt ici? Donc ici, on va aller voir une des mares. En réalité, il y a 2 mares, une toute petite et puis une deuxième un peu plus grande. On se fait l'idée souvent d'une ferme, tu vois, bien aménagée où tout est utilisé pour planter. Toi, c'est pas le cas là. On a fait des plantations que tu peux voir, mais c'est de laisser vraiment une partie plus sauvage. Et tu as vraiment une biodiversité qui s'est développée et tu as tout ce qui est existant qui peut rester en fait. D'ailleurs, on le voit, donc tu as les mares pour les tritons. Oui. Tu vois que tu as quoi? Ici, on voit la trace du passage, donc il a beaucoup plu, mais tu as le passage du chevreuil. C'est génial. Il y a quelle surface qui est comme ça réservée nature? Il y a ici donc vraiment cette parcelle-ci qui est clôturée pour que les vaches n'y aillent pas tout le temps. Il y a un peu plus d'1 hectare. Ah oui, quand même, ouais. Et de l'autre côté, c'est plus fleuri, je vois. Voilà, donc de l'autre côté, on a implanté des bandes fleuries. On s'approche? Oui. En plus de la piscine naturelle, Claudine a planté un décor de rêve pour animaux sauvages. En langage compliqué, on appelle ça une bande enherbée. Mais aux yeux du visiteur de passage, ça ressemble à un gigantesque bouquet de fleurs qui cache bien des trésors. Laisse-moi deviner, une bande fleurie, c'est une bande et il y a des fleurs. Oui. C'est le départ en tout cas. En fait, ce sont des plantes qui ont été choisies, donc ce sont des espèces indigènes, donc qui sont de la région. On ne va pas aller chercher des plantes venues d'ailleurs, on va vraiment implanter des semences locales. Donc c'est planté, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul? Non, 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 non. Donc on prépare la terre et c'est vraiment des mélanges spécifiques. Il y a des ratios de semences et pour avoir en fait ce que tu vois là, juste devant toi.
On s'engage au moins pour la planter pour 5 années. Et alors, on va la faucher 2 fois par an. Attends, t'es en train de me dire que ça pousse pas tout seul? Non, ça pousse pas tout seul. Il y a quand même un minimum de travail à faire. Ok, donc c'est quasiment l'entretien d'une culture. C'est la même chose que l'entretien d'une culture. Donc 2 fois par an, on la fauche. On retourne le fourrage pour que les graines tombent au sol. Et surtout, on ramasse. Comme ça, on n'enrichit pas le sol. Dans l'esprit, c'est quoi l'idée? Parce que pour moi, je me dis, c'est un terrain sur lequel tu peux pas cultiver. Tu cultives pas. Je cultive différemment. Je cultive des bandes enherbées. Je fais de l'élevage, plus de vaches, mais d'insectes. C'est beau. Ça change et on se dit, pour nous comme pour les enfants, voilà, tu as un cadre de vie qui est différent. Dans un pré voisin, nous avons installé 3 caméras autour d'un nid de chouettes chevêches. Ce sont les plus petits rapaces nocturnes de nos régions. On les appelle les chouettes aux yeux d'or. Normalement, elles établissent leur nid dans des trous de vieux arbres en bordure des champs. Mais cette fois-ci, on leur a donné un petit coup de pouce, un nichoir un peu indiscret qui va nous permettre de découvrir l'intimité des chouettes chevêches tout au long du printemps. Pendant ce temps, la famille de Claudine se fait un petit désherbage à la main, histoire de retirer les plantes indésirables et d'éviter quelques produits qui pourraient condamner les insectes, les micro-mammifères et donc les chouettes qui les mangent. Dans la cour de la ferme, l'ambiance sonore du printemps est assurée par 2 espèces. Les moineaux, qui exploitent la moindre faille de la grange multicentenaire, et les hirondelles, qui, elles, se posent beaucoup moins de questions. Elles s'engouffrent dans les étables par la porte d'entrée. Pour mieux comprendre tout ce petit monde, j'ai invité l'homme au chapeau, Damien Hubot. Salut Damien. Salut Tanguy. Ça va? Ça va. Regarde, t'as des moineaux qui rentrent de partout. Qu'est-ce qu'ils font là? Et en fait, les moineaux sont attirés par des vieux bâtiments comme ça parce que, tu vois, il y a des fissures à peu près partout. Ouais. Et alors, ils se glissent là-dedans pour faire leur nid. Et donc, à l'intérieur, les murs sont souvent très épais dans ces vieux bâtiments et ils arrivent à placer leur nid, qui est quand même une boule de végétation assez importante. Et donc, ils vont s'installer là. Et alors, en plus, ils ont le couvert juste à côté, puisqu'il y a les poules qui sont là un peu plus loin. Donc, ils piquent à manger dans les graines des poules. Exactement. C'est un oiseau typiquement sédentaire qu'on voit toute l'année chez nous. Regarde là, hop. Oui, voilà. La femelle qui est rentrée et qui s'en va. Et pourquoi il choisit ici, en plein milieu d'une ferme? Il pourrait se mettre en plein milieu du champ à côté. Non, il préfère être à côté des habitations humaines. Ils ont besoin de la présence humaine, non seulement pour le bétail, par exemple, dans les fermes, et si on se déplace à l'extérieur, donc en pleine forêt, par exemple, on ne trouve pas de moineaux. Tu penses qu'il y en a combien là? Parce qu'il y a des dizaines d'entrées, donc il pourrait y avoir des dizaines. Disons que c'est souvent une petite dizaine de couples, jusqu'à 15 couples, ça c'est une petite colonie. Regarde, il y a les hirondelles aussi. Hein. Voilà, donc on a ici regarde, on va tout hirondelle rustique. On a qu'à la suivre en fait. Voilà, tout à fait. Et donc elle est dans les étables. Donc là, elle a besoin de la proximité des vaches dans l'étable, mais surtout une poutre ou un mur pour pouvoir s'installer et mettre son nid. Oui, voilà, c'est parti là. Il n'y a qu'à suivre sa piste. Hein. Et donc on voit en fait la poutre là qui est vraiment très intéressante pour elle parce qu'il y a un rebord et les hirondelles aiment bien faire leur nid à 15 cm du plafond parce que c'est une question de sécurité et c'est aussi une question de chaleur, quoi. Et évidemment aussi on peut y trouver pas mal d'insectes, quoi. Et regarde, tu vois, t'as des œufs. Oui, en fait on voit des coquilles d'œufs qui sont tombées tout fraîchement. Donc ça veut dire qu'il y a eu des éclosions il y a vraiment peut-être ce matin. Ouais, regarde, on voit une petite tête dépassée là, c'est petit, hein. Ce sont des tout petits oisillons qui sont nidicoles, c'est-à-dire qu'ils sont nus et aveugles. Les yeux s'ouvrent après quelques jours. Et celles-là vont rester 21 jours au nid. Donc c'est un séjour quand même assez long. Et on va les voir croître, s'emplumer, disons, au fil des semaines, quoi. Il fait en quoi le nid? On a vraiment l'impression que c'est fait en boue. C'est de la terre séchée. Et alors l'intérieur du nid est garni de plumes pour l'isolement, hein, donc ça c'est important. Et ce sont justement les plumes des poules qui entrent, disons, dans la construction. Oui, tout à fait. Et c'est là, dans ce petit nid douillet, qu'elle va pondre ses œufs. Exactement. Allez, viens, on la laisse rentrer, parce que regarde, elle attend derrière. Oui. À mon avis, on sera à peine parti qu'elle va rentrer.
Et Damien n'est pas au bout de ses surprises. Cette grange est un véritable nichoir géant. Donc regarde, de l'autre côté de la grange, Claudine a installé un nichoir à faucon cresserelle là. Je pense que cet oiseau peut lui donner un coup de main en termes de culture. Oui, alors le faucon cresserelle, c'est aussi un oiseau qu'on voit souvent dans les champs. Et on le voit souvent en train de faire du surplace, ce qu'on appelle le vol du Saint-Esprit. Et donc... Comme il fait là Oui, c'est ça. Ah oui, il se rapproche. Voilà. Bah oui, c'est l'occasion de faire une photo. Donc ça, c'est le vol du Saint-Esprit, tu dis? Oui, il observe de son poste d'affût, comme ça aérien, les micro-mammifères qui se déplacent au niveau du sol. Et les oiseaux ont la particularité de voir dans l'ultraviolet. Et dans les urines, il y a de l'ultraviolet, ce qui fait qu'ils voient les bandes empruntées dans l'herbe par les micro-mammifères et ils peuvent suivre les pistes où ils passent. C'est ça, donc c'est un bon auxiliaire, ça donne un petit coup de main à Claudine aussi, il nettoie un petit peu les... Voilà, et alors l'important justement c'est d'avoir soit des cultures, soit des prés de fauche où il y a pas mal de ces micro-mammifères. Et ça vient, on le laisse tranquille, regarde, il est en train de revenir à son nichoir, mais oui, tu vas voir que t'es pas au bout de tes surprises, il y en a d'autres par là-bas. Et près des mares de Claudine, une nouvelle surprise pour Damien. Un nid de buse accroché dans un saule. Ça vaut la peine de te poser, non? Oui, tout à fait. Je t'installe l'affût. Oui, on va vraiment le faire discret. Damien décide de s'installer à l'affût. Ça va? Bien installé? Oui, oui. C'est parti pour quelques heures là. Tu me disais la buse c'est pas compté. Ça veut En dire fait, quoi? bon, quand on fait de l'affût, il faut absolument être accompagné. Et donc, il faut que l'oiseau se rende compte que celui qui est rentré dans l'affût a disparu et est reparti. Et donc le fait d'être à deux, comme les oiseaux ne savent pas compter, le fait que tu repartes ostensiblement à la vue de l'oiseau, il va penser que l'affût n'est plus occupé et que donc elle peut revenir au nid. Mais il faut faire ça donc délicatement parce que une demi-heure au bout, si l'oiseau n'est pas revenu, c'est que Faut s'en aller quoi. il faut s'en aller parce que c'est pas prudent d'essayer. J'ai encore un petit mot sur la buse Oui, avant de bien t'enfermer. Intérêt de la buse dans le milieu agricole et pour elle et pour le milieu. En fait, c'est un chasseur surtout de rongeurs, hein, de campagnols, de mulots, jusqu'à la taille de la taupe à peu près. Donc c'est un animal très bénéfique pour les agriculteurs. Bon, bien, bon auxiliaire pour Claudine. Ça va l'aider à avoir un peu moins de rongeurs dans cette Oui, voilà, exactement. Et moi, je vais t'enfermer là. Ouais. Et j'attends de tes nouvelles et de tes images. Tu nous diras ce qui se passe. Et bonne chance. Oui, merci. La buse est très méfiante. Elle inspecte d'abord minutieusement ce nouvel objet dans le paysage. Mais comme elle m'a vu partir, que l'affût est immobile, que ses jeunes attendent et commencent à s'impatienter, au bout d'une petite demi-heure, la voilà de retour. Elle vient s'assurer que tout va bien au nid, puis redémarre rapidement. Les jeunes buses sont à nouveau seules, mais pas pour très longtemps. Quelques minutes plus tard, elle revient, cette fois-ci, avec de quoi manger. Sous le téléobjectif de Damien, la buse découpe délicatement le rat qu'elle a ramené et le donne à manger à ses petits. Elle montre une fois de plus tout l'intérêt de la présence des rapaces, qui, en chassant dans les champs, font diminuer le nombre de rongeurs qui mangent les cultures. Je t'ouvre le... Pendant ce temps, de l'autre côté de la ferme, les travaux continuent. Un nouvel animal domestique s'apprête à parcourir les champs. Claudine a reçu 2 essaims d'abeilles mellifères.
c'est superbe. Hein. Ouais. Regarde ce petit beau J'adore couvain. regarder, c'est magnifique. Oui. Les ruches sont installées au pied des châtaigniers. Grâce aux fleurs de ces grands arbres et à toutes les autres, les abeilles auront à manger pendant une très longue période de l'année. Et leur miel fera le bonheur de la famille au moment de la récolte. Si les abeilles ont suffisamment à manger, c'est aussi grâce aux bandes fleuries. Pour les yeux non avertis, ce sont juste des fleurs. Mais en réalité, rien n'est laissé au hasard. Toutes ces fleurs ont été soigneusement choisies et plantées ici, sur les conseils de Pierre-Yves. C'est une marguerite. Tout simplement. Oui, tout simplement. Ouais. Donc, c'est une espèce qui au départ a été semée par l'agricultrice, et ce qui fait qu'on a ce petit paysage qui est assez chouette et assez diversifié. Ouais, c'est hallucinant. C'est vraiment un des objectifs de cette bande, c'est de fournir un accueil pour une belle diversité d'insectes. Ouais. C'est pour ça en fait que dans le mélange qui se met au départ, il y a 5-6 fleurs différentes. Et puis en fonction de l'évolution, certaines vont se maintenir, certaines vont disparaître, d'autres vont particulièrement bien se développer. Et c'est vrai qu'ici, on a l'impression que la marguerite, elle se sent particulièrement bien. T'as vu que ces ruches étaient juste là, Claudine? Ouais. Installé ces ruches juste là, et donc ça c'est leur garde-manger quoi en même temps. Voilà, exactement. Puis en plus c'est beau. On continue, ça m'intrigue que tu m'expliques un peu à propos des fameux coquelicots quoi. C'est une fleur qu'on connaît assez bien, qu'on aime bien voir au bord de la route. Et en fait, ici, elle s'est retrouvée au départ dans les mélanges qui étaient semés par les agriculteurs. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une plante qui est annuelle. Donc en fait, elle a besoin du travail du sol pour pouvoir pousser. Et donc ce qui explique aussi qu'on la retrouve uniquement comme ça, en lisière de bandes aménagées. Parce qu'effectivement, c'est le travail du champ qui est à côté qui va permettre aux coquelicots de repousser à ce niveau-là. Bon là c'est carrément la fête, là. Tu vois qu'il y a pratiquement un bourdon dans chaque coquelicot. D'autres plantes vont arriver naturellement dans la bande fleurie. C'est le cas par exemple des boutons d'or. C'est une fleur qui n'a pas été semée par l'agricultrice. Et c'est ça aussi l'intérêt de ces bandes fleuries. C'est que comme elle ne met plus d'engrais et qu'elle va faire une fauche tardive, ça va permettre à toute une série de fleurs de pouvoir venir coloniser la bande et accompagner les fleurs qui ont été semées au niveau de cette bande. On a tendance à regarder fort les fleurs là, mais dans 1 mètre carré quand tu regardes, tu as vu le nombre de graminées qu'il y a, de plantes de toutes sortes, de toutes tailles, de toutes couleurs, c'est hallucinant non? Exactement. Il y a toujours une bonne proportion de graminées. Non seulement pour l'aspect écologique, pour l'intérêt pour toute une série de papillons, mais aussi pour l'intérêt agronomique, pour que l'agriculteur ait quand même un minimum de fourrage à récolter. Parce que ça reste vraiment l'équilibre entre agriculture et environnement. Dans la petite étable de la ferme, certaines jeunes hirondelles sont déjà nées. Les adultes ne laissent jamais les poussins seuls bien longtemps. Dans notre nichoir connecté, les jeunes chouettes chevêches ont bien grandi. Et en attendant de prendre leur envol, elles sont très curieuses. Malgré les caméras, un intrus va parvenir à entrer dans l'univers des chouettes chevêches. On peut dire qu'il est sous surveillance ce nichoir-là. Hein. Ah, celui-là, il est bien gardé. Pour suivre les déplacements des jeunes et mieux les connaître, Thierry vient les baguer. 4 beaux jeunes, hein. Trentaine de jours, l'âge idéal. Ok, c'est Tu leur passes la bague au doigt. Je leur passe la bague au doigt, donc c'est une bague de l'Institut des sciences naturelles de Bruxelles, hein, qui est une bague évidemment qui est adaptée à l'espèce. Donc sur cette bague, on retrouve forcément l'adresse du Muséum des sciences naturelles et un numéro qui lui est propre. Donc il n'y a que cet oiseau qui portera ce numéro et cette lettre. Tu as des petits claquements du bec, je ne sais pas si tu les entends, mais là ils sont pas contents du tout. Hein. Mais ils sont en pleine forme. Dans combien de temps ils vont s'envoler? Oh, une dizaine de jours. Puis là, tu as installé les caméras, donc on va pouvoir continuer à suivre leurs aventures. On va pouvoir suivre leurs aventures de A à Z. Hein. Allez, remonte sur l'échelle, je te passe le panier. Et si les chouettes chevêches trouvent le gîte et le couvert sur les terrains de Claudine, c'est parce que chaque travail des champs est aussi pensé avec la faune sauvage comme préoccupation.
Même pendant les moissons, on fait bien attention à ne pas passer n'importe où avec l'énorme engin. Et bien sûr, pas touche aux bandes fleuries, qui nourrissent les insectes. Au milieu des fleurs, Nicolas répète une chorégraphie bien rodée. À l'aide de son filet, il capture tout ce qui a 6 pattes et des ailes. Ta méthode, c'est de les prendre avec ton filet, là. La méthode, c'est d'abord observer. Et donc, il faut parfois se poser, arrêter de marcher. Et là, dès que tu te poses, tu vas voir des dizaines, des centaines d'insectes avec une diversité de formes, de couleurs assez étonnante. Une sauterelle ici. Ah merde, ouais. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une sauterelle et pas... Alors, sauterelle, criquet, les sauterelles ont des antennes longues et les criquets ont des antennes courtes. Donc ça, c'est un super truc pour le retenir, évidemment. Voilà. Hop. C'est quoi le but de la méthode, là? Donc tu tapes un premier coup, Ouais. comme si tu jouais au tennis, tu vois. Et puis quand tu refais un dans l'autre sens, ça va projeter en fait l'insecte au fond de la poche. Et puis tu retournes la poche comme ça, de manière à ce que l'insecte puisse pas s'échapper tout de suite. Sauterelle, criquet. Sauterelle. Sauterelle, exact. Ah. Parfait. Les renoncules sont intéressantes aussi. Tu vois les fleurs jaunes? Ouais. Elles sont intéressantes parce qu'elles sont aussi toxiques. Et donc souvent, les quelques insectes qui arrivent à se développer sur ces fleurs-là Ouais. sont des insectes parfois assez extraordinaires qui arrivent à détoxifier les plantes. Ah bah tiens, il y a un petit diptère ici, viens voir. Ah ouais. Il a sûrement son cycle de vie qui est aussi intimement lié à celui de la renoncule. Alors, donc ça c'est un cirfe, tu vas voir. Ça c'est vraiment la cible rêvée a priori pour un oiseau insectivore qui trouverait un insecte un peu dodu. Mais les couleurs de ces insectes-là, évidemment, évoquent des guêpes, des abeilles, etc. Donc c'est un insecte totalement inoffensif. Mais qui ressemble à une guêpe ou à une abeille. Qui ressemble à une espèce de truc un peu entre les guêpes et les abeilles. Donc il est déguisé, quoi. Il est complètement déguisé, ça le protège contre les prédateurs. Et ces larves se nourrissent de pucerons et d'autres ravageurs des cultures. Donc c'est bien de les avoir vraiment à proximité immédiate des cultures, comme ici sur une bande enherbée ou une bande fleurie, parce que ce sont donc les meilleurs alliés de l'agriculteur. On fait coup double, c'est beau et c'est utile. On va commencer de bas. On commence ici. Il est dedans. Parmi leurs très nombreux travaux, Claudine et Thomas n'ont pas hésité à déblayer le terrain pour pouvoir creuser et entretenir une piscine naturelle. Bref, une mare. Non pas pour eux, mais pour les autres sauvages de la ferme. Et dès que l'eau arrive, les dents de la mare se pointent. C'est notre terrain de pêche pour aujourd'hui. Mais oui, t'as vu comme c'est magnifique? Aurélie nous emmène découvrir Opération Triton, hein. les tritons. C'est ça qu'on cherche. Bon, alors en journée, c'est pas évident de les voir comme ça, à part quand ils viennent respirer en surface. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de les pêcher. Hein. Je te regarde. On va voir ce qu'on arrive à Mais faire. quand tu dis c'est pas simple à cette heure-là, c'est quoi la meilleure heure pour les observer? Ah, la nuit. Pour les plus courageux, il faut venir avec une lampe de poche. Et à ce moment-là, on découvre vraiment pas mal de choses. Bon, en journée, t'as quand même les libellules. Hein. T'as vu, ça va commencer à voler dans tout tous à les fait. sens, là. Ça, c'est la belle saison à ce niveau-là. Oh, Tanguy, je crois qu'on a quelque chose. Ça mord? Ouais. Oh, génial. T'as une petite idée de l'espèce que c'est? Alors, je pense que c'est un triton. Oui. Ouais, Bien joué. Ça, c'est le triton alpestre. Ça, c'est l'espèce la plus commune chez nous. Oui, tout à fait. Oui. C'est une femelle. Et pour reconnaître le triton alpestre, rien de plus facile. Hop, délicatement, on voit son ventre orange. Voilà. Beau. Oui, hein, elle est magnifique. Pourquoi orange? C'est un système d'alerte, en fait, quand un prédateur essaye de les manger, pour dire qu'en gros, ils sont pas très bons. Et lui, il mange quoi, d'ailleurs? Des individus adultes comme ça, ils peuvent manger des petits invertébrés aquatiques. Et puis, ce qu'ils affectionnent tout particulièrement, c'est d'aller piquer les œufs d'autres espèces d'amphibiens, et notamment de la grenouille rousse. Voilà, on va peut-être le relâcher. Hein. Ouais. Allez, hop. Faire la flotte, quand même. Ouais.
Voilà, mon gaillard. Ok, on va encore tenter le coup. Peut-être pêcher autre chose. Voilà. C'est pas mal ça. Bon, tu vas me dire que c'est un triton, j'imagine? Je pense que c'est un triton. Oui. Caractéristique, je pense qu'elle a des points. C'est pas mal raté. Oui, effectivement. Là, on a en face de nous un beau triton ponctué, un mâle, qu'on reconnaît bien à son cloaque, et puis surtout à ses ponctuations hein, pour déterminer Oui, l'espèce. j'allais plutôt dire dans ce sens-là. Ouais, c'est clair. Plutôt les points. C'est vrai, les points. tout à fait. La ponctuation en premier. Bon, une dernière tentative. On sait jamais, hein? Bah vas-y. Hein. Oh, regarde ça, regarde ça. C'est vraiment magique cet étang. Un triton. Est-ce que c'est la même espèce que ceux qu'on a déjà vus? Ça fait partie de ces Il a l'air espèces-là? un peu plus petit, il n'a pas de points sur le dos. Non, Je beaucoup dirais, moins flashy. Le petit triton. Le petit triton, oui, Ah. c'est pas faux non plus. Mais alors, regarde, il y a un indicateur qui marche assez bien. Les pattes arrière. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, on dirait qu'il a des chaussettes. Des chaussettes? Ouais. Oui, ça s'appelle une palmure. Oui, c'est vrai que pour, dans l'eau, c'est plus C'est, simple. oui, Ouais, ça l'aide ok. à nager. C'est Donc, ça qui est triton bien. palmé. Donc, un triton palmé. Voilà. Félicitations. Parfait. C'est génial. hein. Donc on aura vu les 3 espèces de tritons que tu peux espérer trouver là. Ouais. Bon, on relâche le dernier. Bah oui, hein. C'est quand même sympa en milieu agricole, on dirait pas. En général, on a beaucoup de champs, de céréales, de lycéens. Ouais, ouais, Tu vois, les petites marques qu'a gardé Claudine, c'est pas mal. Ah oui, Non, ça aide. absolument, c'est génial. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'elle a gardé toute une zone sauvage autour. Hein. Ouais. Parce qu'une marque comme ça, au milieu d'un champ cultivé, ça marcherait pas aussi bien. C'est ça. De l'autre côté de la mare, dans le nid du saule, les buses ont bien grandi. Elles s'entraînent à présent à voler et musclent leurs ailes. Elles restent seules de plus en plus longtemps. Mais plusieurs fois par jour, les adultes reviennent au nid pour nourrir les 2 jeunes affamés. C'est le même cinéma dans notre nichoir sous surveillance. Les jeunes chouettes chevêches sont presque prêtes à partir. Elles sortiront avant même de savoir voler. Par contre, à l'aide de leurs serres, elles sont capables de grimper dans les branches et de jouer à cache-cache plusieurs jours sur le tronc du vieil arbre avant de finalement s'envoler. Sur le pignon de la grange, c'est la même gymnastique. Les jeunes faucons cresserelles prennent un par un leur envol. Ça s'agite aussi du côté des hirondelles. La plupart des jeunes ont déjà quitté le nid, mais continuent d'être nourris par les adultes. Dans quelques semaines, ces grandes voyageuses repartiront vers le sud. Certaines reviendront au printemps prochain, exactement dans la même ferme qui semble avoir été aménagée pour elles. Toujours en train de bosser, hein? Oui. On va profiter pour faire un beau petit tour de ta ferme, en restant là quelques jours. Tu as vu des choses intéressantes? Ah bah plein. Écoute, on se dit que c'est un bel environnement pour vous, mais aussi pour la faune sauvage. Tout à fait. C'est ce qui était en fait espéré en faisant tous ces petits aménagements. Ouais, et ça porte ses fruits. Oui, hein, tu peux voir assez rapidement. En fait, en règle générale, tu dois peut-être attendre 1 année pour vraiment voir concrètement les changements, mais c'est assez rapide. Ouais. Et ça rend la vie plus belle, ça? Oui, ben, c'est agréable. Hein. Tu te lèves le matin, tu vois tout ce petit monde. Ça ne peut qu'égayer ta journée. Bah, 1000 fois merci. Grâce à toi, nous, on a vécu une petite aventure, là, juste à côté de chez nous. Au coin de ta rue. Voilà. Tu nous déposes? Allez, viens, je t'emmène. Ça roule? Tu peux prendre l'autoroute conduis? avec... Ah, ouais, si tu proposes. C'est une ferme un peu sauvage. On y croise les tritons, les bourdons butinant les coquelicots, les faucons cresserelles, les buses variables et même la chouette effraie. Et ce n'est pas du tout un hasard. C'est grâce à Claudine et toute sa famille qui donnent un petit coup de pouce à toutes sortes d'animaux étranges. Allez, RTBF, s'il te plaît, Claudine. Tout de suite, Tanguy. Prends ton temps, on n'est pas pressé.
Ah, et puis comme ça, ne zappez pas, on a le temps de regarder ensemble le bêtisier parce que vous allez voir que cette émission nous a non seulement appris beaucoup de choses, mais nous a aussi fait beaucoup rire et sourire. Et c'est exactement ce que vous souhaite toute l'équipe du Jardin Extraordinaire dans cette nouvelle saison de l'émission, c'est de découvrir la nature en vous amusant. Et on vous convie d'ailleurs dès la semaine prochaine, même heure, même chaîne, à de nouvelles aventures dans la nature. Merci de nous avoir suivis et à tout bientôt. Et c'est reparti pour un tour. Prise 45. Enfin. On lui a dit, hein. Attends, laisse faire un professionnel, s'il te plaît. C'est quoi l'intérêt pour la buse? Oh putain! Ah la vache! C'est vraiment bénéfique, on dirait. Tu veux prendre le volant? Évidemment! Je t'en prie. Ah non, tu vas, vas-y. J'ai un prévu. Sinon. Ah!